Bonjour à toi, cher spectateur. Amelia's Children de Gabriel Abrantes, c'est un film qui m'intriguait. Parce que il y a très peu de films d'horreur portugais. Alors, certes, le carcan dans lequel Gabriel Abrantes a choisi d'ancrer son film fait que c'est portugais, mais c'est en grande majorité en anglais, donc du coup, c'est pas non plus un film 100% portugais, mais je trouve que il y a tellement peu de films de cet acabit qui sortent dans nos salles que rien que ça a le mérite en fait d'intriguer mon esprit de spectateur. Le résumé pour faire simple, Edward est un homme heureux avec sa compagne Riley, vivant tous les deux à New York et espérant construire ensemble un avenir radieux. Edward ne sait rien de ses origines, ayant été adopté très jeune. Mais grâce à un cadeau de Riley, une application, cela va rapidement changer. Il y a vraiment de l'idée dans ce long métrage, mais c'est trop classique pour réussir à surprendre. J'ai été un peu déstabilisé par Amelia's Children au début parce que je me suis dit, je vois l'idée, je vois l'intensité que le cinéaste a envie d'amener. Diamantino était un film que j'avais personnellement trouvé très riche, très intense et qui jouait beaucoup avec son personnage. Je vois en fait la clairvoyance de Gabriel Abrantes dans le sens où il a envie de pousser le cinéma de genre dans une certaine direction qui est assez intrigante et qui joue beaucoup avec nos attentes de spectateurs, notamment dans ce type de récit où on joue beaucoup sur la famille et où du coup cela peut donner lieu à autant de clichés que de facilité, que de surprises et d'étonnement. Il y a de la surprise, mais ça n'est jamais forcément aussi intense que les nombreux clichés qui amènent le long métrage dans une certaine dramaturgie qui n'est pas forcément très creusée. Il y a une bonne mythologie, il y a une bonne base, il y a une vraie construction dans le premier acte qui fait qu'on se laisse complètement embarquer par cette aventure. Et je trouve que le deuxième et le troisième acte ne sont pas forcément à la hauteur de cette prémisse, ce qui fait que ce qu'on trouvait bon au début devient un peu maladroit par la suite. Cela n'empêche qu'on se laisse totalement embarquer par cette histoire, c'est pas très long, donc du coup, même les maladresses, on les laisse venir, et ensuite on se laisse avoir par cette espèce de retournement de situation finale qui est très très bien structuré. Mais on aurait pu en attendre plus de la part de Gabriel Abrantes. Il est difficile aujourd'hui de profondément réinventer et mettre au goût du jour certains codes du cinéma d'épouvante, que ce soit dans la manière d'amener certains personnages à l'écran, de dynamiter certaines attentes des spectateurs par rapport à ce qu'ils vont voir, ou simplement au niveau esthétique. Gabriel Abrantes aurait aimé certainement surprendre le spectateur et parvient à le faire dans un premier temps par le biais d'un contexte et d'une forme attrayante et intrigante. Mais rapidement, le film sombre dans de trop grandes facilités, nous perdant un peu au milieu d'un film rempli des meilleures intentions possibles, mais ne parvenant pas à totalement aller au bout de son concept. En termes d'écriture, le cinéaste a vraiment voulu baser l'entièreté de son récit et de sa dramaturgie sur cette idée que le personnage central a quelque chose qui manque à sa vie, et ce manque va amener ce protagoniste à vouloir absolument s'accrocher à ce qu'il va découvrir. Donc, entre guillemets, il y a un très joli jeu de construction dramatique qui consiste à jouer très bien avec les attentes du spectateur, à les satisfaire dans les premiers instants de manière très ludique et de manière très intense, et ensuite d'amener le mystère dans ses retranchements. Et par contre, c'est le jeu autour du mystère qui, je trouve, n'est pas forcément très subtil, dans le sens où on amène une véritable bascule dramatique à la fin du premier acte, qui ensuite, tout du long du deuxième et du troisième, va amener des petits retournements de situation qui vont faire évoluer. Et certes, il y a des idées qui sont intéressantes, et je trouve que la bascule, notamment de passer d'Edward, qui est notre héros, à Riley, qui devient l'héroïne en fait à la moitié du film, c'est très intéressant, parce que d'un point de vue dramatique, ça permet au spectateur de changer de point de vue, et donc d'avoir une nouvelle intensité qui se crée. Cette partie-là, je la trouve très bien faite. Honnêtement, c'est un vrai coup de génie de la part du réalisateur de se dire, à ce moment-là, si je prends la dramaturgie et que je l'inverse, ça fait le même effet que Psychose. C'est-à-dire que le spectateur pensait avoir vu une première histoire, et là il découvre une autre envergure à cette dramaturgie, et ça lui permet, entre guillemets, de se dire, ce récit raconte un petit peu plus que cette petite surface. Donc cette partie-là est intéressante. Mais tout ce qui plombe un petit peu cette deuxième partie, c'est malheureusement ces petits retournements de situation qui sont pas très très subtils et qui ont tendance à jouer sur des très grosses ficelles qui ont été placées dans le premier acte de manière intelligente et qui d'un seul coup deviennent des espèces de trucs où genre c'est là, mais c'est pas très très bien fait en fait. Abrantes propose donc une écriture basée avant tout sur la relation entre ce frère et ce jumeau, qui déroute ensuite vers ce questionnement autour de la mère par le biais du changement de point de vue, mais qui manque de justesse de composition et surtout d'acheminement quand on a la sensation que le scénario part juste en vrille. Que ce soit dans la manière avec laquelle le scénariste choisit de faire en sorte qu'Edward avance de façon très unidirectionnelle, ou que ce soit aussi dans le choix de faire de chaque petit détail de la seconde partie une sorte de révélation constante de ce qui était profondément évident, cela a de quoi laisser un peu perplexe quant au véritable message
message que l'auteur avait en tête. En termes de mise en scène, clairement, Gabriel Abrantes, il a voulu rendre hommage à tout un certain cinéma de genre qu'il apprécie beaucoup. Je veux dire, que ce soit dans la base de cette prémisse dramatique qui fait beaucoup penser à du Stephen King, ou que ce soit même littéralement dans certains plans où il va convoquer des films de manière ouverte. Je veux dire, il y a un plan à un moment, Shining, à 200%. Il ne s'en cache pas, c'est là, c'est présent dans sa manière de concevoir la mise en scène. Donc, il n'y a rien à dire là-dessus. Peut-être que par moment, il aurait pu un petit peu plus proposer une certaine créativité ou inventivité, parce que je ne l'ai pas forcément évoqué parce que c'est plus graphique que dramatique, mais il y a tout un travail autour de l'imagerie de Goya dans ce long métrage, qui je trouve est plutôt intelligemment amené de la part d'Abrantes, dans le sens où il va créer la base de sa dramaturgie autour de ça, et ensuite il va se servir de cette idée pour amener des moments d'esthétisme qui font vraiment penser à du Goya, que ce soit des travails de clair-obscur qui sont très très bien faits, ou que ce soit des jeux sur des scènes qui sont vraiment structurées comme des tableaux, qui ont vraiment une intensité dans l'instant. Et c'est un peu le souci, c'est que c'est dans l'instant. C'est-à-dire qu'Abrantes, il est dans un esthétisme qui est vraiment comme ça. Et j'avais déjà vu ça dans Diamantino où je m'étais dit, punaise, là c'est une séquence, je veux dire visuellement, elle est complètement folle. Et je trouvais ça très très bien fait. Mais c'est de l'esthétisme unique. C'est-à-dire que ça fonctionne uniquement sur le plan et derrière, ça amène pas plus de réflexion de ça par rapport à tout ce que c'est supposé structurer ou en tout cas amener dans la tête du spectateur. Donc c'est une très belle esthétique, mais c'est une esthétique qui est un petit peu vaine, dans le sens où elle est vraiment dans l'ordre de... Elle est sporadique, elle est de l'instant. Et je trouve ça un petit peu dommage parce que c'est le genre de film où typiquement tu peux t'exprimer en tant que réalisateur et poser des moments d'esthétisme qui vont avoir une vraie intensité et une vraie montée en crescendo au fur et à mesure. Et là, voir ce genre d'esthétisme au service juste de l'instant, c'est un petit peu dommage. Esthétique presque uniquement dans l'instant donc, on sent tout de même qu'Abrantes a souhaité le plus possible amener du rythme à son film. Et là-dessus, il est indéniable que le metteur en scène sait comment nous passionner pour son héros, qui devient une héroïne, avec une vraie montée en crescendo de son intensité. En misant le plus possible sur cela, le réalisateur parvient à aller un peu plus loin que sa surface parfois un peu trop lisse et parfaite, par son esthétique, pour plonger totalement le spectateur dans une aventure où les retournements de situation, certes parfois grotesques ou trop voyants, fonctionnent tout de même par ses choix de rythme et de montage bien sentis. En termes de casting, je trouve celui-ci vraiment bon. Je trouve que les acteurs ont une très belle manière d'interpréter leur personnage parce que honnêtement dans ce genre de film, Dieu sait que les acteurs peuvent partir dans le cliché comme c'est pas possible. Là, c'est pas le cas. Je trouve par exemple que Bridget Lundy Payne dans le rôle de Riley est bien. Elle a vraiment une très jolie manière d'interpréter le personnage. Je trouve que ça fonctionne du feu de Dieu. Annabella Moreira ainsi que Alba Batista dans les rôles d'Amelia sont toutes les deux très intenses. Je trouve que notamment Annabella Moreira, elle aurait pu être réfrénée par ce maquillage un peu particulier. C'est pas le cas. Elle s'en sort vraiment extrêmement bien. Dans les rôles plus tertiaires, Rita Blanco et Sonia Balaco sont très bien elles aussi. Mais je trouve qu'il y a un acteur qui s'en sort un petit peu plus. C'était l'acteur qui jouait déjà dans Diamantino, qui était vraiment flamboyant. Et ici, il a une casquette très particulière dans ce film, que je vais éviter de vous spoiler. Mais c'est une casquette avec laquelle il joue très bien, qui lui permet d'avoir une pluralité de jeux très intense. Et ça lui permet surtout de briller totalement à l'écran. Carlo Tocota est juste bluffant ici, l'acteur parvenant totalement à se fondre dans la peau de ses personnages, permettant ainsi à son jeu de ne jamais sonner comme monocorde, mais de constamment évoluer à l'écran. Au bout du compte, Amelia's Children, c'est bien sans être surprenant. Je m'attendais pas non plus à un film de genre extrêmement brillant, je m'attendais peut-être à un film de genre un petit peu plus subtil. Disons qu'en termes d'écriture, il y a des idées, mais c'est pas toujours très bien amené. En termes d'esthétique, c'est hyper intense sur l'instant, et après on se dit, ça fonctionne pas plus que ça sur la longueur. C'est un film qui arrive à amener des trucs dans la meilleure direction possible, et c'est un film qui par moment aussi se prend peut-être un petit peu trop la tête, et du coup oublie d'être simplement un bon film d'horreur. Donc il y a de l'idée, c'est plutôt bien structuré, mais ça tient pas la longueur. Donc c'est un petit peu dommage. Mais Amelia's Children de Gabriel Abrantes, si vous avez l'occasion de le voir en salle, essayez. Dans le genre, c'est un peu surprenant comme style de cinéma de genre. Peut-être que ça vous conviendra, peut-être pas. Moi, je trouve ça tout de même très intéressant à regarder. A plus!